Bienvenue dans le débat sur France 24 consacré aux élections législatives en Espagne. Le chef de gouvernement socialiste Pedro Sánchez remporte les élections avec 29% des voix. Le Parti socialiste espagnol obtient 123 sièges, un score nettement supérieur à celui des dernières législatives, mais insuffisant pour disposer d'une majorité absolue. Il lui en faudrait 176. Le parti d'extrême droite Vox entre à la Chambre avec 24 députés. Le PP, Parti populaire, le Parti conservateur, connaît une déroute. Vous le voyez, ils ont perdu la moitié de leur siège et tombent à 66 députés. Les libéraux de Ciudadanos réussissent une belle percée en passant de 32 à 57 députés. Le parti radical de gauche, Podemos, a récolté quant à lui 42 sièges. Le taux de participation, il faut le rappeler, est supérieur de 9 points à celui de 2016. Alors comment expliquer la montée de l'extrême droite 40 ans après la dictature de Franco? Quelles sont les raisons de la belle performance de Pedro Sánchez, le leader du Parti socialiste espagnol à l'heure où les socialistes peinent en Europe? Enfin, va-t-il pouvoir gouverner alors qu'il n'a pas de majorité absolue et qu'il devra composer avec d'autres formations politiques? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Anaïs Voigilis. Bonsoir. Vous êtes doctorante en géopolitique à l'Institut français de géopolitique et membre de l'Observatoire européen des extrêmes. Christophe Barré est également avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Historien spécialiste de l'Espagne, auteur de Podemos pour une autre Europe aux éditions du CERF. Également un tout nouveau livre, La guerre de Catalogne, et c'est aux éditions du CERF toujours. Également avec nous, le correspondant de El País, Marc Basset. Bonsoir, merci d'être avec nous, correspondant de El País à Paris. Et puis en direct de Madrid, notre correspondante, la correspondante de France 24, Mélina Huette. Bonsoir Mélina, je vais commencer avec vous. Ce qui marque tout d'abord, il faut le dire, c'est l'entrée de Vox, le parti d'extrême droite, à la Chambre. Oui, tout à fait, Stéphanie. Il est important de rappeler que même si le PP, le Parti populaire de droite conservatrice, est issu d'une formation d'anciens ministres franquistes, il n'y a jamais eu de formation de parti d'extrême droite à proprement parler au Congrès des députés depuis 1982. Il y a bien eu un petit parti d'extrême droite qui s'appelait Force Nouvelle et qui a eu seulement un siège entre 1979 et 1982, mais depuis, pas de formation d'extrême droite au Parlement national. C'est donc une entrée très symbolique qu'a fait Vox, même si, il faut le dire, les sondages donnaient un peu plus de sièges à ce tout petit parti encore invisible il y a à peine un an. Et bien c'est tout de même 24 députés, vous l'avez dit, c'est-à-dire plus de 10% du scrutin. Ça n'est pas rien et surtout symboliquement c'est très fort puisque jusqu'ici dans l'Europe occidentale il y avait très peu de démocratie qui était imperméable à l'extrême droite. C'était le cas de l'Irlande, du Portugal et de l'Espagne et ça n'est donc plus le cas aujourd'hui. Mélina, pour le chef de gouvernement Pedro Sánchez, le socialiste, c'est une victoire. Oui, tout à fait, Stéphanie. C'est une victoire en demi-teinte car il faut conclure des alliances désormais, mais c'est une victoire tout de même. Alors pour le Parti socialiste tout d'abord, puisqu'on rappelle que le PSOE vient de gagner cette élection pour la première fois en 11 ans. Et puis on en parle très peu, mais il faut rappeler que les Espagnols hier votaient également pour leurs sénateurs et que le Parti socialiste a obtenu la majorité absolue au Sénat. Il faut nuancer cet engouement tout de même car le PSOE a bénéficié de l'éclatement des votes, la fragmentation du vote, notamment due à divers scandales de corruption, notamment au sein de Podemos qui a subi de fortes dissensions, qui a perdu de nombreux sièges pour ces élections. Également la percée de l'extrême droite, vous en avez parlé en introduction, qui a fait peur à une grande partie des sympathisants de gauche qui se sont donc fortement mobilisés. Et puis enfin Ciudadanos qui avait marqué une campagne très à droite pour essayer de grappiller des électeurs du PP et de Vox. Et donc ça a laissé une place au centre, une place qui est venue prendre le PSOE de Pedro Sánchez, qui est quand même un gagnant, il faut le dire, puisque c'est quelqu'un qui revient de loin. En 2016, il avait été contraint à la démission par les barons de son parti avant de revenir tambour battant quelques mois après ça, en gagnant les primaires socialistes grâce aux militants Pedro Sánchez qui donc avait pris le pouvoir à la faveur d'une motion de censure, mais qui ne se sentait pas légitime. Eh bien, il a obtenu hier cette légitimité qu'il cherchait. Merci Mélina, on va y revenir. On va d'abord parler justement de Vox, ce parti d'extrême droite qui est rentré au Parlement espagnol 40 ans après la chute de Franco. L'Espagne ne fait donc plus exception. On écoute Santiago Abascal, le leader de Vox. « 24 députés au Congrès diront devant les tribunaux et à cette tribune même que l'unité de l'Espagne ne se débat pas.
Elle ne se vote pas, elle ne se discute pas, elle se défend jusqu'au bout. Bienvenue dans la résistance. Nous allons de l'avant, nous continuons. Nous n'avons peur de rien ni de personne. Nous continuons pour l'Espagne. Vive l'Espagne! Christophe Barré, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec la montée de l'AfD en Allemagne, la Ligue de Matteo Salvini en Italie et la montée de l'extrême droite aux Pays-Bas avec Vox aujourd'hui au Parlement espagnol? Alors le modèle de Santiago Abascal, il explique dans les quelques interviews qu'il a faites, c'est Viktor Orban et puis cette Europe du cercle de Visegrad qui effectivement s'identifie à l'Europe chrétienne contre l'immigration et pour les souverainetés, en faveur des souverainetés nationales. Donc il est effectivement, il illustre une vague populiste de droite, au sujet de laquelle on pensait qu'elle épargnerait l'Espagne. On le pensait, on ne peut plus le penser aujourd'hui. Donc comment l'expliquer? C'est les deux événements majeurs qui sont arrivés en 2017. Les attentats de Barcelone qui ont amené sur le devant de la scène politique, médiatique, la question de l'immigration. Et puis c'est bien sûr le référendum illégal du 1er octobre 2017 qui là, on l'a entendu, a fait sortir de ses gonds une droite extrême qui revient aux accents presque de la guerre civile pour défendre l'unité de l'Espagne avec des mots qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on entendait il y a plus de 80 ans. Marc Besset, c'est tout de même étonnant, non? Je ne trouve pas que ce soit étonnant. Non, ça ne vous a pas étonné. Le score est moins bon que prévu, mais enfin tout de même. Oui, d'abord, le score est beaucoup moins bon que prévu. Vox ne pourra pas beaucoup faire dans le Parlement. Ils auront une voix, certainement, ils auront de l'argent qu'ils n'ont maintenant, ils auront une visibilité qu'ils n'ont pas. Mais ils ne pourront pas construire des majorités, ni bloquer des initiatives du gouvernement socialiste. Sauf si ça n'est qu'un début. On va voir. Il aura le vent en poupe également, comme c'est le cas des partis populistes dans la plupart des pays d'Europe. Mais ce début, la France l'a vécu en 86. Je veux dire, ça fait longtemps. Oui. L'Espagne arrive un peu tard, un phénomène qui, partout en Europe, et peut-être la France a été un pays précurseur dans ce sens-là, a déjà vécu. Et je trouve que c'est, d'une certaine manière, l'Espagne, c'est difficile de le dire, mais c'est normalise, c'est européise. C'est normalise malgré le fait qu'elle ait été franquiste tout de même pendant combien, 40 ans? Oui, et le nationalisme, ou l'ultranationalisme espagnol n'a pas disparu, il était là. Sauf qu'il était caché dans d'autres partis. Il y avait un grand parti, le Grand Parti populaire. C'était un parti qui prenait du centre, il y avait des personnes centristes, libérales, jusqu'à l'extrême droite. Tout était dedans. C'était un parti, une grande sauce, non? Le parti de Mariano Rajoy, qui lui a connu une vraie déconfiture lors de ces élections. Donc en fait, le parti d'extrême droite Vox aurait profité de cette déroute du PP. Sans doute, mais une particularité de Vox par rapport à d'autres partis nationaux populistes ou d'extrême droite d'autres pays européens, c'est que c'est une scission du Parti populaire. Santiago Abascal, le leader de Vox, était un membre du Parti populaire. À l'origine, c'est l'aile le plus d'extrême droite du PP, du Parti populaire, du grand parti conservateur espagnol, donc l'équivalent des républicains en France, on pourrait dire, qui a fait scission et a fondé Vox parce qu'il croyait que, pour résumer un peu, les politiques du Parti populaire étaient trop mous, trop soft par rapport à la Catalogne. Et Marc Besset, justement, parlait c'est une sorte de retour à l'histoire des années 30 ou pas? Je n'y crois pas trop à ces parallèles historiques. Je crois que chaque moment historique est différent et comparer notre époque avec nos conditions économiques, sociales, politiques même, c'est vrai. Aux années 30, je crois que c'est complètement différent. Il y avait une violence sociale dans les années 30 qui n'existe plus aujourd'hui en Espagne, heureusement. Mais il y a les mots qui reviennent. Et n'oublions pas que cette extrême droite espagnole, c'est une extrême droite qui a gagné une guerre civile par rapport à d'autres extrêmes droites européennes. Et ça, c'est dans la tête des gens, oui, mais effectivement, on n'en est que dans les drapeaux, au niveau des drapeaux et des symboles. Anaïs Voigili, justement, est-ce qu'il y a une spécificité espagnole de ce parti Vox ou est-ce qu'effectivement il est très proche du parti Fidesz d'Orban, de la Ligue italienne? Alors, non, le Vox s'inscrit très bien dans la dynamique qu'on est en train d'observer à l'échelle européenne. Peut-être ce qui peut le différencier d'un parti comme le Rassemblement national ou la Ligue en Italie, c'est sa position sur l'Europe. C'est-à-dire que même s'il y a une volonté de renégocier les traités, c'est pas un discours aussi radical sur l'Europe que ce qu'on a pu connaître en Italie ou en France. Il n'y a pas une volonté de sortir, même si aujourd'hui on voit que tout le monde est en train de s'accorder sur cette idée que finalement l'Europe, bon an, mal an, n'est pas d'une si mauvaise chose que ça. Je pense qu'il s'inscrit vraiment dans une droite ligne de recomposition de l'échiquier politique qu'on est en train de voir à l'échelle européenne.
et que Orban appelle de ses voeux, c'est-à-dire l'explosion de la droite traditionnelle entre une branche plus libérale qui aurait tendance à aller vers le centre, comme ce qu'on a vu, comme ce que souhaite Macron et ce qu'on est un peu en train de voir en France, et une extrême droite, enfin une droite conservatrice qui pourrait s'allier avec l'extrême droite mais qui n'en a pas forcément envie, que souhaite Orban ou que souhaite l'AfD, c'est-à-dire une volonté de défendre les nations, l'identité chrétienne, sans pour autant être dans ce discours très très radical et qui s'inscrit dans une histoire assez sombre finalement, qui est celle du Rassemblement national ou de la Ligue ou du FPE en Autriche. Avec cette spécificité espagnole, peut-être effectivement de l'opposition contre les indépendantistes. Est-ce que la Catalogne, ce qui s'est passé en Catalogne, aurait rendu Vox plus fort ? C'est un catalyseur. Il est évident que ça a joué un rôle important. C'est-à-dire qu'on revient sur le discours de l'unité de la nation, la force de la nation. Mais fondamentalement... Avec une volonté de recentraliser le pays, oui, tout de mais même très forte. C'est une volonté qu'on retrouve dans tous ces partis. Alors là, elle s'exprime dans le fait de lutter contre l'indépendantisme régional, mais c'est exactement la même dynamique que des partis qui vous expliquent qu'ils ne veulent pas d'entité supranationale. C'est une nation... Un combat culturel, unie, comme on dit dans voilà, le vocabulaire populiste. Culturel pour la nation, son indépendance et son unité. Alors, le chef de gouvernement, Pedro Sánchez, on l'a vu, leader du Parti socialiste espagnol, est le grand vainqueur de ces élections législatives. 123 députés à la Chambre, même s'il n'a pas donc la majorité absolue. Il fait beaucoup mieux que le score de 2016. On écoute Pedro Sánchez. Le Parti socialiste a gagné les élections générales et avec cette victoire, le futur a gagné, le passé a perdu. Les Espagnols qui ont voté et exercé leur droit de vote ont démontré que l'Espagne est une grande démocratie. Des millions de citoyens ont souhaité défendre cette démocratie et défendre son futur pour défendre les droits et les libertés que depuis 40 ans nous avons reconquis. Reconquête, Marc Besset, c'est la une de votre journal. El País, c'est une vraie reconquête de la part de Pedro Sánchez qui n'était pas encore passé par les urnes, il faut le rappeler. Oui, en effet, je crois que c'est vraiment la grande nouvelle de cette élection, c'est pas Vox, c'est le fait qu'un parti social-démocrate gagne des élections avec cette clarté, alors que on voit en France, le Parti socialiste est moribond. Laminé. Le SPD en Allemagne est en grande difficulté. Très forte difficulté également. Le Labour en Grande-Bretagne est dans un labyrinthe du Brexit, de la tournure vers la gauche. En Italie, n'en parlons pas. Donc là, l'Espagne fait exception. Vraiment, l'Espagne là fait exception. Démontre que la social-démocratie modérée, le centre-gauche, peut encore avoir des grandes victoires. Alors comment a-t-il fait ? Parce qu'on l'appelait, d'après ce que j'ai lu, Pedro le Bref. On pensait que justement, il ne vivrait pas très longtemps d'un point de vue politique. Oui, il était arrivé au pouvoir. Pedro Sánchez. Il est arrivé au pouvoir il y a 10 mois avec une motion de censure, sans passer par les urnes, comme vous avez dit. Le pouvoir, je crois que le pouvoir donne, comment on peut dire, le pouvoir porte plus de pouvoir. Quand on occupe le pouvoir, il a pris tout soudain un air présidentiel. Même s'il avait une minorité de députés, 85 députés, il a pu prendre quelques initiatives. Et puis, je crois que c'est décisif le fait que son opposition lui a laissé l'autoroute du centre, une grande autoroute qui allait de la gauche jusqu'au centre-droite. Oui. Ciudadanos, qui était son compétiteur au centre-droit, a dit on ne va pas pactiser avec Sánchez, on va faire le cordon sanitaire contre Sánchez. Par contre, Vox, le parti extrême droite, Ciudadanos, rappelons, Ciudadanos est le parti libéral centriste, en fait. En théorie, ami d'En Marche en Espagne. Hein. Qui se référait à la social-démocratie au départ. Oui, la référence a disparu en 2017, la référence à la social-démocratie a disparu, mais il était fait effectivement pour occuper cet espace-là. Oui. On ne comprend pas pourquoi il est... on comprend, mais pour la Catalogne. Mais... En tout cas, Ciudadanos n'a pas fait un score aussi bon que prévu. Il a fait un très bon score. Il a fait un bon score. La stratégie de Ciudadanos a été de dire nous deviendrons le nouveau grand parti de la droite, se substituer au Parti populaire comme grand parti de la droite. C'est pour ça qu'ils ont dit on ne va pas faire des accords avec Sánchez. Mais en faisant ce mouvement, ils ont laissé, à mon avis, tout le centre libre pour que Sánchez l'occupe. Christophe Barré, donc on peut comparer justement avec La République En Marche ?
Oui, c'est peut-être du reste. On a vu Madame Loiseau féliciter, on l'a lu sur Twitter, féliciter la victoire de Ciudadanos. En même temps, il dit qu'il est socialiste, Pedro à fait. Sanchez. Oui, alors pardon. Oui, mais moi, je suis étonné de voir El País, par exemple, entériner presque l'alliance avec Podemos, alors que le parti de gauche radicale, pour l'instant, a dit qu'a priori, si radical que ça aujourd'hui, mais sachant que le Parti socialiste pourrait s'allier avec Ciudadanos dans une alliance constitutionnaliste qui ferait plaisir à beaucoup de monde. Mais effectivement, des alliances, il y a cette bataille à droite. Il y a cette bataille à droite entre Ciudadanos et le Parti populaire maintenant pour le leadership à droite de cette droite éclatée, comme vous l'avez dit, qui fait que Albert Rivera préfère rester sur ses terres de droite et ne pas déboussoler non plus les électeurs, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des élections encore à la fin du mois de mai et que là, les gens ne comprendraient pas. Mais comment expliquer cette victoire à Pedro Sanchez ? 47 ans, il a écrit un livre qui s'appelle Le Manuel de résistance. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il est passé, El País ne le soutenait plus beaucoup quand il a été exclu du Parti socialiste parce qu'il pensait à cette alliance avec Podemos il y a quelques années. Et puis, il est revenu par les militants contre les barons du Parti socialiste. Et effectivement, il a peuplé le Parti socialiste de ses créatures, comme tout bon dirigeant politique sait le faire. Et puis, effectivement, sa personnalité s'est avérée, s'est développée, comme parfois cela arrive aussi. Anaïs Wojgelis, il incarne un renouveau peut-être de cette social-démocratie en Espagne ? Je suis pas une grande spécialiste de la social-démocratie, mais si ce n'est pour dire qu'elle se casse la figure dans toute l'Europe, mais ça, c'est pas une nouveauté. Donc vous confirmez effectivement l'exception espagnole ? Je confirme l'exception à la faveur d'un contexte très particulier, de bataille des droites, comme l'ont dit les deux précédents intervenants. Ce qu'on peut dire, oui, c'est qu'il incarne une forme de renouveau, et surtout, c'est une figure qui a su émerger à gauche. Ce qu'on constate dans de nombreux autres pays, c'est qu'il n'y a pas de figure forte, avec un discours clair, qui répond aux angoisses des citoyens, qui émerge. Si on regarde le Parti socialiste français, c'est une guerre de clans. Il n'y a plus personne dans ce parti, mais il y a quand même une bataille pour obtenir le peu d'espace qu'il reste. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire, vous créez un discours fort, vous avez un discours d'alternative, et vous êtes une personnalité qui est capable de l'incarner, d'incarner un renouveau, sur un champ politique complètement éclaté, et vous avez des chances de vous imposer. Et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de regarder là, dans les mois ce qui va venir, c'est cette recomposition totale de l'échiquier politique européen dans toutes les nations. C'est finalement toujours des outsiders qui finissent par accéder au pouvoir. On regarde Emmanuel Macron, on ne pensait jamais qu'il allait arriver au pouvoir. On regarde Salvini avec la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Les sondages le prédisaient, bien sûr, mais c'est quand même une configuration inédite en Europe. Donc au-delà des partis, c'est l'outsider finalement qu'on privilégie aujourd'hui. Chaque élection amène sa part d'inédit et défie toujours un petit peu les grandes statistiques qu'on avait prévues. Vous restez avec nous en tout cas, on n'a plus le temps. On se retrouve dans quelques minutes. Bienvenue dans la deuxième partie du débat consacré aux élections législatives en Espagne. On va voir s'afficher à nouveau les résultats. Vox, le parti d'extrême droite, entre au Parlement avec 24 députés. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement socialiste, est le grand vainqueur de ces élections avec 123 sièges, mais il n'a pas la majorité absolue. Il lui en faudrait 176 pour l'avoir, pour l'obtenir, cette majorité absolue. Il va donc devoir composer et ça ne sera pas simple. Enfin, vous le voyez, le Parti conservateur, c'est la déroute pour le PP. À noter que les indépendantistes, toutes tendances confondues, réunis obtiennent 22 sièges. Et chez les séparatistes catalans, 5 d'entre eux, 5 élus, ils ont été élus alors qu'ils sont derrière les barreaux. C'est incongru. On retrouve tout de suite Mélina Huette, notre correspondante France 24 à Madrid. Mélina, c'est tout de même une bizarrerie. On voit donc ces 5 personnalités être élues au Parlement alors qu'ils sont derrière les barreaux. Oui, tout à fait, Stéphanie, et c'est inédit. 5 parlementaires sur le banc des accusés à l'occasion d'un procès historique. 5 parlementaires, car il y a députés et sénateurs qui représentent les 2 plus gros partis indépendantistes catalans. D'un côté, ERC, la gauche républicaine catalane, et de l'autre, Junts per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont. Des parlementaires qui sont accusés, on le rappelle, d'avoir tenté de faire sécession en 2017 du reste de l'Espagne. Donc c'est vrai que c'est tout à fait incongru. Ça explique peut-être également la mobilisation
participation des Catalans. On sait que les Catalans participent, ce n'est pas qu'ils boudent les élections générales d'habitude, mais disons qu'ils ne votent pas en masse. Eh bien, hier, à 18h30, lors des deuxièmes estimations de la participation, on a vu que la participation était de 18 points supérieure aux dernières élections. C'est à relativiser puisque les dernières élections avaient très peu mobilisé les Espagnols, mais quand même, on voit qu'il y a une forte mobilisation des Catalans. Ceci explique peut-être cela. Pedro Sánchez va-t-il devoir composer avec les indépendantistes ? Eh bien, c'est la grande question que tout le monde se pose en Espagne. Il y a plusieurs possibilités d'alliance. Vos invités reviendront peut-être sur la possibilité de gouverner en associant le PSOE et Ciudadanos, même s'il y a de nombreux blocages. On y reviendra peut-être pendant ce débat. Il y a une autre possibilité, c'est de s'associer à la gauche radicale Podemos, mais il manquerait 11 petits sièges pour pouvoir avoir la majorité. Et donc, ça se joue dans un mouchoir de poche. Alors, Pedro Sánchez a la possibilité d'aller chercher ses voix ici ou là, notamment avec les partis régionalistes, que ce soit aux Canaries, que ce soit avec les 6 députés, par exemple, du PNV au Pays Basque, ou encore un député de Compromís à Valence, par exemple, pour essayer d'éviter à tout prix de demander l'appui de la gauche républicaine catalane. Pourquoi ? Car on rappelle que ce sont les Catalans qui sont à l'origine de ces nouvelles élections, puisqu'ils avaient soutenu à l'époque Pedro Sánchez pour voter la motion de censure contre l'ancien chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy. Mais au fil des mois, les relations entre les indépendantistes et Pedro Sánchez se sont distendues et finalement, les indépendantistes ont refusé d'apporter le soutien nécessaire à Pedro Sánchez pour voter un nouveau budget. Et c'est à ce moment-là que Pedro Sánchez s'est dit « je ne peux pas continuer à gouverner avec le budget d'un autre, a fortiori un budget de droite ». Et donc, il a convoqué ces élections. Donc, a priori, on pense ici en Espagne, en tout cas, c'est au cœur des débats, que Pedro Sánchez souhaiterait éviter de gouverner avec les indépendantistes, même si il faut rappeler qu'il y a donc 2 gros partis indépendantistes. D'un côté, Junts per Catalunya, parti de Carles Puigdemont, fermé à toute négociation. Peut-être que ERC, la gauche républicaine catalane, emmenée par Oriol Junqueras, qui est donc sur le banc des accusés, va peut-être être un peu plus ouvert aux négociations. Marc Bessès, ce que Pedro Sánchez doit faire avec les indépendantistes, alors qu'on a vu effectivement qu'ils étaient très opposés, ils n'ont pas voulu, enfin en tout cas les Catalans, les séparatistes catalans n'ont pas voulu voter le budget. Il a plusieurs options. Et tout ça, ça va se dérouler dans les prochaines semaines et peut-être dans le prochain mois, parce qu'il y a, comme vous avez rappelé avant, il y a les élections européennes le 26 mai. Ça sera très difficile. Rien ne va se passer avant les élections européennes. Exactement. Mais là, il a plusieurs options. Et je ne crois pas que l'option d'avoir les indépendantistes comme alliés soit sa préférée. Je crois qu'il a des alternatives pour ne pas dépendre des indépendantistes. En fait, il aurait besoin d'une abstention d'un député indépendantiste pour être investi président du gouvernement espagnol. Les mathématiques, maintenant, c'est ça. Donc, il a tout de même une voix. Et sinon, le reste, ça serait quoi ? Alors, quel type d'alliance on peut imaginer aujourd'hui ? Alors, il pourrait gouverner seul. La vice-présidente du gouvernement a dit ce matin, nous voulons essayer de gouverner seul. Et en fait, les 10 derniers mois, le Parti socialiste a gouverné avec 85 députés, beaucoup moins de ce qu'ils ont maintenant, tout seul pendant 10 mois. Ça aboutit à une élection derrière, une élection anticipée. Donc... Mais maintenant, ils ont beaucoup plus de députés. Ils pourraient avoir des soutiens en fonction des politiques qu'ils veulent faire. Les partis centristes ont cet avantage. Ils peuvent avoir des soutiens à gauche et des soutiens à droite. L'autre option... Donc il pourrait y avoir que des ministres socialistes, c'est ce que vous dites ? Apparemment, c'est ce qu'ils préfèrent, d'après ce qu'ils ont dit. L'autre option, ça serait l'accord avec Ciudadanos, qui aurait une majorité très solide, qui serait un accord, je crois, applaudi et adoré à Bruxelles, à Berlin et partout. Le parti centriste libéral. Mais ils ne souhaitent pas s'allier avec Pedro Sánchez ? Ils ont fait un cordon sanitaire contre Pedro Sánchez, comme en France on fait avec le Front National, hein, la même chose. Ils ont fait un cordon sanitaire. Donc peu de chance. Si le Ciudadanos ne change pas d'avis, et à cet instant je dirais c'est improbable qu'il change d'avis, parce que Ciudadanos va se consolider comme l'opposition de droite, je ne vois pas ça, c'est improbable. Et du coup il reste Podemos. Podemos, voilà. Donc, mais avec Podemos, il n'a pas encore la majorité absolue. Non, Podemos et les petits partis régionalistes, ils pourraient s'approcher et peut-être gouverner. Christophe Barré. Il y a une monnaie d'échange que vous n'avez pas évoquée, mais enfin vous y pensiez aussi, je pense, c'est l'amnistie, après la fin du procès, bien sûr, parce que c'est vrai que c'est quand même, cette anomalie est quand même un peu une honte pour l'Espagne. Il faut le dire. 5 indépendantistes soient effectivement en prison et en même temps élus. En prison, notamment des leaders associatifs qui sont en prison depuis plus d'1 an. Là, il y a quand même des gestes à faire. Moi, j'ai mis les pieds dans la salle du tribunal suprême où ces gens sont jugés. On voit que tous sont complètement brisés par la prison, physiquement. Il n'y a qu'un leader associatif, c'est Cuixart, qui lui semble ravivé par cette épreuve.
Donc là, la politique qui s'invite comme ça au tribunal, en plus quand vous entrez dans cette salle du tribunal suprême, le premier regard que vous croisez, c'est Ortega Smith, le numéro 2 de Vox, avec son regard d'extrémiste. Donc là, on se dit... Pourquoi est-ce que c'est le premier Alors parce que Vox est partie civile, on ne l'a pas dit tout à l'heure, dans ce procès des indépendantistes. Voilà, c'est lui qui a mené les premières accusations contre les indépendantistes. Donc on est... voilà, il faut enlever un petit peu la politique du tribunal, et puis faire de la politique, ce que veut quand même faire Pedro Sánchez, qui va gagner du temps, sachant qu'effectivement c'est pas facile de trouver un compromis, parce que la Constitution espagnole ne prévoit pas de référendum d'autodétermination, qui est pourtant populaire en Catalogne, mais pour l'instant, dont Podemos veut et dont ne veut pas Ciudadanos. Et c'est vrai que là, Pedro Sánchez risque de se retrouver face à de grandes difficultés. Il ne faut pas sous-estimer cette question catalane, effectivement, et cette grave crise politique, institutionnelle que traverse l'Espagne. Cette émergence de Vox, c'est une introspection sur le passé, sur ce qu'avait été la guerre civile, et puis c'est aussi une introspection sur la Constitution, sur les compromis qui ont été conclus en 1979 entre gens de bonne volonté, qui avaient sûrement un sens de l'intérêt général peut-être plus grand que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires en Catalogne comme à Madrid, mais il va falloir effectivement beaucoup de dialogue. Pedro Sánchez a bénéficié aussi de cette proposition-là. Mais effectivement, il était contre l'indépendance de la Catalogne. Tout à fait, ni référendum, ni indépendance. Ça a été clairement dit. Le Parti socialiste, il est fidèle à sa tradition historique là aussi. À la Constitution. Voilà, à la Constitution, tout simplement. Anaïs Voigilis, comment est-ce que finalement le reste des Européens regarde l'Espagne ? Est-ce qu'on ne se dit pas tout de même qu'il y a une très forte instabilité gouvernementale, puisque ça fait 3 élections en 4 ans, me semble-t-il ? Et est-ce que finalement ce système est en train de se perpétuer, tout simplement parce qu'il n'y a pas de majorité absolue ? Alors je crois que les Européens, parce qu'on a eu l'Espagne, avant il y a eu la Belgique, les Européens aujourd'hui sont très concentrés sur ce qui se passe au Royaume-Uni et avec le cas du Brexit. Et c'est vraiment ce qui centre l'attention de tout le monde. Non pas que la question espagnole désintéresse, mais il y a vraiment un enjeu crucial autour du Brexit. Et d'ailleurs, si on regarde l'actualité, depuis des mois, on ne parle presque que du Brexit. On a parlé du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, mais fondamentalement, ce qui intéresse, c'est de savoir est-ce que le Royaume-Uni va rester dans l'Union européenne ou pas, et quel va être l'avenir de l'Union européenne. Les affaires intérieures des États, même si elles intéressent, n'occupent pas une place aussi centrale que celle de l'avenir de l'Union européenne. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est tout de même la position de Pedro Sánchez sur la crise migratoire. Donc, puisque ces 6 derniers mois, il a accueilli, on s'en souvient, l'un des bateaux, l'Aquarius, me semble-t-il. Donc, il était vraiment en porte-à-faux avec ce qui se passait en Italie, en tout cas, et dans d'autres pays. Et il a dressé un parallèle entre l'exil des Espagnols fuyant le fanatisme et la brutalité franquiste et les vents de la xénophobie qui soufflent actuellement dans toute l'Europe. Donc là-dessus, il a tout de même un positionnement peut-être humaniste, plus humaniste. Oui, il a un positionnement qui est plus humaniste, qui est une position qu'on peut saluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu de représentants politiques qui osent avoir une position d'accueil envers les migrants. On a vu Angela Merkel qui a accueilli des migrants et qui l'a fait aussi pour des raisons démographiques en Allemagne. Mais il n'y a pas eu de grand discours d'ouverture. Alors, ça pose 2 questions. Bon, premièrement, quelle peut être l'existence d'un discours ouvert sur les questions migratoires. Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas aussi ça qui l'a empêché de grappiller quelques voix en plus ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'a pas de majorité absolue et c'est peut-être lié aux craintes liées à l'immigration. Marc Besset, parce que justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il obtienne un tel score alors qu'il a eu un discours justement plus humaniste sur les migrants. Bon, je crois qu'il a une politique de gestes. Il est un homme de son temps. Et les hommes politiques de notre temps et femmes politiques, comme Emmanuel Macron, mais aussi comme Salvini et de toutes couleurs, Donald Trump, font la politique de l'image, du geste et parfois du show. La première chose que Pedro Sánchez a fait quand il a fait la motion de censure, le premier geste, c'est recevoir l'Aquarius. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu un virage dans la politique d'immigration de l'Espagne. La politique migratoire de l'Espagne est essentiellement la politique européenne. Et essentiellement... Mais il s'est démarqué tout de même, on s'en souvient à ce moment-là. Bon, il a fait un geste, personne ne voulait accueillir ces... Il a fait un très beau geste, mais un geste n'est pas une politique. La politique, pour l'essentiel, sur l'immigration, mais aussi sur presque tous les sujets européens, de Sánchez est alignée sur celle d'Emmanuel Macron.
Sur l'austérité, peut-être, il a fait également des gestes. Sur le SMIC, me semble-t-il, une hausse de 22% du salaire minimum. C'est passé, cela, ou pas? C'est passé. Mais Donc, attention, ça, c'est social. j'ai écouté un discours, il a dit à Pablo Iglesias, enfin, il a, je crois, un de ses jours derniers, je l'ai entendu rappeler la règle des 2% de déficit, parce que Podemos commençait justement à demander un geste sur les conséquences sur les retraites. Il y avait encore une manifestation aujourd'hui à Bilbao de retraités. Là, il restera dans la stricte orthodoxie libérale européenne. Mais tout en s'étant engagé quand même dans un tournant social. Tout à fait, avec quelque chose de très cohérent. Oui, je crois qu'il a penché au centre-gauche, mais il faut rappeler que la ministre de l'économie espagnole, c'est l'ancienne directrice générale du budget à la Commission européenne. Ce n'est pas un insoumis, non. M. Sanchez. Mais résorption, oui, tout à fait, de l'emploi précaire. Est-ce qu'il va rester sur cette ligne si, par exemple, il a des alliés du côté de Podemos et qu'il arrive à trouver quelques alliés ailleurs? Sur une politique, justement, moins sur l'austérité, une politique plus sociale et également une politique d'accueil? Possiblement, oui. Podemos, s'il fait un accord avec Podemos, et si Podemos réussit son objectif d'entrer au gouvernement, évidemment, la politique va pencher vers la gauche, la politique économique, la politique migratoire et dans d'autres aspects. Mais je crois qu'il va... Les négociations, si ça arrive, les négociations vont être difficiles. Il y a un modèle en Europe, c'est le modèle portugais. Qui ne remet pas du tout en cause la stabilité de la zone euro et qui est le modèle vers lequel louche Podemos et qui est donc effectivement en direction d'une politique redistributive un petit récente, peu puisqu'ils ont connu aussi des années d'austérité très fortes. Tout à fait. Podemos a bien sûr beaucoup de divisions internes. C'est le PS d'il y a quelques années. Moi, quand je parle, j'ai eu quelques responsables justement le mois dernier à Madrid. On perd beaucoup de temps à Podemos dans des luttes intestines et qui occupent beaucoup d'énergie. Mais bon, voilà. Plus sérieusement, il y a quand même une reconnaissance, une volonté de Pablo Iglesias. Il a demandé des négociations discrètes. Parce qu'effectivement, du côté de Podemos, on se demande aussi si le programme est prêt. Demande-t-il des négociations discrètes? Je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a quelques années, ça tranche beaucoup. Pablo Iglesias voulait au contraire que les négociations soient filmées. Je crois qu'il y a la volonté de se montrer un petit peu plus constructif. Il a été très modérateur, Pablo Iglesias, au cours des 2 débats télévisés qui ont eu lieu. Donc il a changé? Certains disent voilà, c'est la paternité qui l'a changé. Il est papa depuis quelques mois. Donc plus sérieusement, c'est un universitaire qui a toujours il y a eu parfois le sens de la mesure, en tout cas du diagnostic politique. On peut critiquer Pablo Iglesias, c'est tout de même un très bon analyste. Et là, il sait que cette voie social-démocrate un peu rénovée est la voie qui lui permet de s'imposer durablement. On dit gauche radicale, il remplace le Parti communiste, c'est plus vraiment Donc ce n'est plus la gauche radicale, Podemos? Pour moi, c'est plus vraiment la gauche radicale, c'est notre remplaçant, c'est le nouveau Parti communiste espagnol qui a absorbé Izquierda Unida et qui a même en son sein ce Parti communiste espagnol. Marc Besset, il a donc changé? En apparence, il a changé. Alors, il faut toujours voir après les actions, qu'est-ce qui va se passer. Si c'est une tactique ou si c'est vraiment un changement. Mais il y a quelques années, le grand slogan de Podemos, vous me corrigez si c'est pas comme ça, c'était « il faut finir avec le régime de 78 ». Vous avez raison. Donc, voilà. le régime de 78, c'est après la mort de Franco, on fait la constitution, on fait la transition, on se met tous à... Très grande incohérence. C'est-à-dire Pablo Iglesias, sur les plateaux de télévision, il y a quelques jours, tenait la constitution espagnole à la main, mais quand il est dans une manifestation, il y a le drapeau républicain, la Deuxième République derrière lui, et qui, effectivement, le régime démocratique légitime qui a précédé cette monarchie constitutionnelle aujourd'hui, mais il a encore un problème pour articuler les deux. Et ça, c'est un souci qu'il y a eu. C'est une des raisons pour lesquelles il y a eu la discorde avec le numéro 2, Errejón, qui est parti, parce que lui aurait voulu adopter vraiment les symboles de l'Espagne constitutionnelle. Si le drapeau constitutionnel espagnol avait été brandi dans les premières manifestations de Podemos, il y a eu le débat en 2015, en janvier 2015, on n'en serait peut-être pas là, on n'aurait peut-être pas fait ce si beau cadeau à l'extrême droite. En tout cas, il pourrait y avoir des ministres issus de Podemos. Oh, j'y crois pas trop pour l'instant. Par rapport aux déclarations d'aujourd'hui, hier soir, j'aurais été plus enthousiaste, mais ce matin, j'y crois moins. Depuis ce matin, j'y crois moins. Oui, je crois qu'on est dans l'hypothèse, et moi je n'oserais pas dire... L'hypothèse, c'est possible. C'est possible, mais j'ai l'impression que Sanchez préfère ne pas les avoir dans le gouvernement. Donc sa préférence à Sanchez, d'après vous, ça serait plutôt Ciudadanos, sauf que Ciudadanos ne veut pas participer. Non, sa préférence serait de gouverner seul. D'après ce que j'ai entendu. Donc, gouvernement minoritaire. Oui. Avec l'instabilité. Peut-être à la clé, oui, tout à fait. Qui va avec, tout de même. Ça ne vous inquiète pas, ça, Marc Besset, justement, cette instabilité institutionnelle en Espagne? Bon, il faut dire que ces élections sont importantes aussi parce que
l'Espagne se normalise en ayant un parti d'extrême droite dans le Parlement, mais aussi en devant apprendre la culture de la coalition. On a toujours eu ou bien des gouvernements de majorité absolue, ou bien des gouvernements instables dans les dernières années qui ont duré peu de temps. Parce que c'est la fin du bipartisme, en fait, en Espagne. Oui, Au départ, il y avait effectivement le PP oui. d'un côté à droite, le SPD de l'autre. D'ailleurs, un modèle qu'on retrouve dans de nombreux pays européens. Et ce modèle a explosé. Oui. Il a explosé, mais il n'a pas explosé comme en France. Il y a encore une droite et une gauche. On voit le Parti socialiste français, le Parti socialiste espagnol. Mais en Espagne, il a explosé. Donc plus compliqué aujourd'hui. Il est écartelé en plusieurs partis qui n'étaient pas là. Podemos, basiquement, Ciudadanos et Vox. Il y a 10 ans, ces partis n'existaient pas. Anaïs Voyilis, pour terminer, on va reparler justement de Vox. L'extrême droite, Vox, va-t-elle utiliser sa marge de manœuvre pour se rapprocher d'autres partis comme le Fidesz en Hongrie, comme la Liga en Italie, et participer à cette espèce de, on le voit, de vogue unioniste de l'extrême droite, justement avant les européennes? Alors, ils auraient tort de ne pas en profiter parce que tout le jeu qui est en train de se produire sur la scène politique européenne, c'est de voir quelles vont être les alliances qui vont se produire au sein du Parlement européen. Il y a une volonté d'une partie de l'extrême droite de former une grande coalition au sein du Parlement européen qui, a priori, n'aura pas la majorité, mais qui pourrait arriver deuxième ou troisième force politique. Donc, Vox va très certainement, et d'ailleurs il y a déjà des tentatives de rapprochement de la part du Rassemblement national. Marine Le Pen a salué les résultats avec la Ligue aussi pour former ce groupe au sein du Parlement européen. Maintenant, je ne suis pas convaincue que naturellement une alliance avec ces deux partis soit le mieux pour Vox. Il serait très certainement mieux près de l'AfD, alors qui est aussi en discussion, mais l'AfD est dans le cadre très contraint, cadre économique très contraint de l'ordolibéralisme allemand, donc ça ne va pas forcément être bon ton avec la ligne économique du Rassemblement national. Il pourrait aussi aller vers le Fidesz de Orban, qui lui veut voir cette explosion du bloc conservateur au sein du Parlement européen, comme je le disais. Mais c'est pas dit que le Parti populaire européen, s'il reste dans cette configuration actuelle, et accepte Vox, puisque en général, ils refusent quand même les Ils ont suspendu le Fidesz, justement. Ils ont suspendu le Fidesz, mais en même temps, ils ont besoin des élus du Fidesz au sein du Parlement européen, puisqu'ils vont être très certainement en perte de vitesse, comme le Parti socialiste européen, aux prochaines élections européennes. Donc difficile. C'est difficile de savoir parce que finalement, ce qui est en train de se jouer, c'est qu'on a des égos nationaux qui veulent s'allier à l'échelle européenne. On a des histoires nationales qui sont différentes. On a des stratégies qui sont totalement différentes et des volontés politiques qui ne s'accordent pas. Et en plus, on rajoute là-dessus une bonne dose d'égo politique avec chaque leader de ces partis qui ont envie d'avoir la main au sein du groupe. Marc Besset, juste pour terminer, parce qu'on n'a plus le temps, il pourrait y avoir une internationale des partis d'extrême droite? L'internationale des nationalistes. Voilà. Oui, c'est un paradoxe, c'est un oxymore, c'est un oxymore, mais c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais comme vous dites, il y a beaucoup d'obstacles. Comment on peut réunir Marine Le Pen qui est pro-russe avec les Polonais qui sont... Et la Liga qui voulait l'indépendance de l'Italie du Nord avec les gens de Vox qui ne veulent pas de l'indépendance de la Catalogne. Oui, c'est trop divisé, mais peut-être que par intérêt, pour un intérêt qui est celui justement de mieux être représenté au Parlement européen. Il y a eu des musclées, paraît-il, oui, déjà entre Vox et les gens de la Liga. Le seul point commun, il y a deux points communs, finalement, c'est la question migratoire et la question de l'identité. Oui. Mais je ne crois pas que ça suffise à refonder l'Union européenne, ce qui est quand même l'appel de plusieurs citoyens qui votent pour ces partis. Merci en tout cas à tous les trois. Tout de suite.